c'est un truc que je dois retenir, c'est que si tu as vraiment envie de lancer quelque chose et que tu sens que derrière le marché ne réagit pas, il faut vraiment adapter ta stratégie et trouver l'angle qui va faire que le marché de lui-même est intéressé par ton sujet. En fait, le marketing est passé du mode tout manuel au mode automatisé avec une très bonne personnalisation. Et finalement, le monde du Mhm. recrutement, c'est pareil. Le recrutement, ça va de plus en plus être comme le marketing, influencé par les communautés et par les influenceurs. C'est-à-dire que d'ailleurs, je pense que c'est un super truc pour les gens qui veulent essayer de trouver un associé. C'est continuer à travailler un petit peu ou continuer à garder des vrais liens pro avec les gens avec qui vous aimez bien travailler, quoi. Bienvenue sur Media Game, le podcast qui vous emmène à la rencontre des créateurs de communautés, ceux qui ont 1000 vrais fans. Ici, on explore les histoires inspirantes de personnes qui ont su cultiver leur passion en une communauté, ceux qui ont su bâtir une présence en ligne forte et authentique. Je m'appelle Marion Carnero, cofondatrice de My Name is Bond, l'agence qui automatise ta croissance sur les réseaux sociaux. Ensemble, on va découvrir les secrets des créateurs de communautés à succès. Alors reste à l'écoute. T'étais à Dubaï là ? T'es rentrée de Dubaï ? Ouais, exactement. C'est rentré lundi dernier. C'était bien ? Ouais, écoute, c'était très cool. Ça fait la deuxième fois que j'y vais. Et je prends une claque un peu à chaque fois que j'y vais. J'ai l'impression de revenir ici en France et tu vois, c'est mon pays, hein, j'habite ici, j'ai grandi ici, mais j'ai l'impression qu'on est l'ancien monde, qu'il se passe À des ce choses point ? de fou là-bas. Ouais, ouais, vraiment. Et c'est un monde vraiment différent, ouais. Mais du coup, tu rencontres beaucoup de personnes qui sont dans un mindset très particulier, très tourné vers le développement d'eux-mêmes, de leur business. Donc non, c'est toujours c'est très riche en rencontres, en découvertes et j'aime bien aller faire un tour là-bas. Et la première fois, tu y es allée pour quelle raison ? Alors la première fois, je suis allée bosser sur un projet là-bas. Euh, En fait, c'était à l'époque où j'étais freelance. C'était il y a un an et demi. J'étais freelance en grosse marketing toujours. Et en fait, j'avais été appelée pour bosser sur un projet, euh, du coup, dans la réalité virtuelle. Et du coup, j'ai bossé là-bas, j'ai rencontré plein de monde. C'était vraiment focus pendant un mois avec d'autres freelances pour développer une partie du projet. Et c'était très enrichissant aussi, très cool. Et puis après, je suis partie sur d'autres projets perso. Mais Ok, ouais, ok, intéressant. hyper intéressant. Hyper intéressant. Je pense qu'on va pouvoir revenir dessus et creuser un peu la chose. Mais comme on a déjà lancé l'enregistrement, on va quand même commencer par te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas. Donc, je te laisse te présenter. Oui, bah super. Bah moi c'est Marie-Lou. Du coup, j'évolue dans le monde du digital depuis pas mal de temps maintenant. Aujourd'hui, je suis entrepreneur, donc j'ai cofondé Gross Hiring avec Hugo et Alexis. Et du coup, on a envie de changer le monde du recrutement. On bosse là-dessus à fond depuis un an et demi maintenant. Enfin, la boîte est créée depuis 6 mois, mais bon, voilà, on bosse depuis un peu plus longtemps. Et puis sinon, moi, qu'est-ce que je fais? Ben, en fait, je bosse à mon compte depuis 4 ans maintenant. Je voyage pas mal et j'aime bien explorer un peu ce côté-là de développer sa vie pro en l'adaptant à la vie perso dont on rêve. Donc c'est un peu là-dessus que je suis partie depuis 4 ans. Avant, j'avais un profil un peu plus cadré, on va dire. J'ai bossé dans des grands groupes chez Canal+, et puis en start-up. Et voilà, et depuis 4 ans, j'ai pris un peu un virage pour un petit peu construire ma propre aventure. Ouais, j'ai vu que tu avais bossé à Station F. Est-ce que c'est cette expérience qui t'a donné l'appétence pour l'entrepreneuriat, le vrai, genre toi qui vas te lancer sur le marché comme ça? Ben, franchement, pas tellement parce qu'en fait, c'est arrivé après. Station F, c'est quand j'ai commencé à me motiver au début à poster sur LinkedIn. J'ai été sensibilisée, je pense, il y a 2 ans à ça. Et je me suis vraiment rendu compte que, même il y a 3 ans, en fait, ouais, il y a 3 ans, que si je voulais un petit peu construire ma vie pro, la vie pro que je voulais, bah, en fait, il faudrait que je prenne la parole à un moment, il faudrait que je communique. Et LinkedIn, j'avais vu que c'était un des leviers grimpants à ce moment-là. Du coup, j'ai commencé à poster toutes les semaines et puis j'ai été contactée assez vite par
un incubateur de Station F qui a voulu que j'apporte des conseils à ces incubés. Donc c'était l'incubateur de l'EDEC et je les aide toujours là-dessus. Et du coup, c'est vraiment suite à un post en fait qu'ils m'ont dit ah bah on voit que tu es dans le gros marketing, est-ce que ça te dérangerait de prendre 30 minutes pour aider quelques incubés? Puis de fil en aiguille, j'ai commencé à être de plus en plus avec eux, 2 fois par mois. Et voilà, et là maintenant je fais des petites pauses pour les moments quand c'est trop intense. Mais là, je viens de leur réécrire pour reprendre des coachings tous les mois. Donc voilà, j'aime bien ce côté-là aussi. Et c'est cool d'aider des personnes à Station F. Et du coup, c'est vrai que ça m'a aussi aidé à passer le cap et à me dire, bah en fait, ouais, pourquoi pas moi aussi lancer mon petit projet et lui faire prendre de plus en plus d'ampleur. Trop bien. Et donc à ce moment-là, donc tu t'écrivais des posts sur LinkedIn. Est-ce que tu avais déjà une méthodologie? En gros, comment est-ce que tu t'es dit, vas-y, je commence à écrire? Parce que en réalité, il y a beaucoup de personnes qui ont envie d'écrire sur LinkedIn, mais déjà, c'est pas si facile que ça parce que faut trouver un positionnement, faut savoir quoi dire et surtout, faut être prêt à avoir de la visibilité parce que il y a les côtés, il y a les aspects positifs, mais il y a aussi des aspects négatifs, tu vois, des personnes qui peuvent potentiellement se moquer de toi, tu peux avoir des haters, enfin bref, il y a plein de petites choses qui sont d'ailleurs des blocages hyper intéressants que beaucoup de personnes ont. Et toi, justement, comment est-ce que tu as fait pour aller au-delà de ces barrières mentales que tu avais potentiellement? Ouais, bah écoute, je dirais que déjà c'était un peu ancré en moi le fait d'écrire. J'ai toujours écrit depuis que je suis petite. J'ai toujours des carnets remplis de je ne sais quoi, mais j'écrivais des tonnes de trucs dans des carnets, je faisais des plans, des trucs. Et après, j'ai eu un blog aussi de voyage avec ma meilleure pote. Donc là, on prenait l'habitude d'écrire sur tous nos voyages. Donc on racontait, on partageait. Et en fait, j'avais déjà un petit peu goûté à ce côté-là où, en fait, quand tu partages, quelque part, tu t'exposes un peu. Nous, on le partageait sur des groupes Facebook. Donc, par exemple, on était parti en Islande, on a fait tout le tour. On avait noté tous les petits trucs à voir qu'on avait trouvé, les petites cascades à tel endroit, à quel moment il fallait s'arrêter sur la route pour traverser un champ pour aller tomber sur une carcasse d'avion. Enfin voilà. Et en fait, j'avais déjà l'habitude de tout documenter au niveau de mes voyages dans ce blog et de le partager sur les groupes Facebook. Et je voyais qu'il y avait plein de gens, du coup, qui nous remerciaient pour ça, qui nous disaient, bah, super. Il y avait même des filles qui osaient partir entre filles parce qu'elles avaient vu qu'on avait dit que c'était ultra sécure et tout. Et du coup, j'avais vraiment, enfin, ça fait longtemps que j'avais goûté à ce truc où, en fait, quand tu partages, bah, oui, tu t'exposes, mais une fois que tu as passé ce truc, ça rend service à tellement de gens que, allez, quoi, il faut y aller. Et voilà. Et du coup, bah, je me suis dit, pour LinkedIn, en fait, j'avais suivi un petit peu l'ascension de donc il y avait Grégoire Gambato au tout début. Il y avait aussi comment il s'appelle? Euh, je sais plus. Mais il a fait une vidéo avec. Bon, je retrouverai son nom plus tard. Ouais, c'est Johan Lopez. Voilà, c'était les deux un Ah peu qui oui. avaient commencé et que j'avais regardé. En fait, ils ont fait une vidéo eux deux qui était comment tout exposer sur LinkedIn, un truc comme ça. Et en fait, c'était juste un peu avant ça. Je les avais vus teaser un peu et dire, en fait, nous, on recommande de poster au fur et à mesure ce que vous apprenez. Moi, je m'étais dit, bon, sur quoi j'aime bien me renseigner et tout. Moi, il y a 3 trucs que j'adore. Il y a le sport, c'est ma passion depuis toujours. Le développement personnel, j'aime trop lire des trucs là-dessus, essayer d'explorer et puis bah, partir même aux racines des concepts et tout pour aller décortiquer un peu. Et puis le marketing, j'adore ça depuis toujours. Donc je me suis dit, j'ai fait un post pour annoncer, pour dire, bah voilà, en fait, je vais partager tout ce que j'apprends sur ces 3 thématiques. Vous votez pour votre thématique et une fois que vous aurez voté en commentaire, je vous préviendrai dès qu'il y aura un post sur cette thématique-là. Et du coup, après, dès que je lisais un livre, je faisais un petit résumé. Je prenais en photo le livre et je mettais un résumé. Dès que j'avais un concept marketing que j'aimais bien, je décortiquais un peu. Et à chaque fois, je le faisais un peu de façon à ce que les gens ils puissent avoir 3 points clés à retenir sur le truc, quoi. Et du coup, à chaque fois que je faisais mes posts sport, je taguais. Alors, je taguais en commentaire 50 personnes là qui avaient répondu au truc. Et du coup, ça créait de l'engagement sur les posts. Et en fait, franchement, ça marchait bien. Et puis après, au fur et à mesure, j'ai eu beaucoup plus envie d'écrire sur le marketing parce que ça répondait plus quand même sur LinkedIn. Le sport, j'ai un peu laissé de côté. Et le développement personnel aussi, j'ai laissé le côté de documenter ça. Mais du coup, ça s'est focus sur le marketing. Et voilà, j'ai continué à écrire toutes les semaines et franchement, ça m'a apporté plein de rencontres, plein d'opportunités, plein de bonnes choses en fait, juste de partager ça, quoi. Tu regrettes d'avoir mis de côté des éléments qui sont moins liés au business, tu vois, par exemple la partie développement personnel, la partie sport? Ouais, franchement, c'est vrai que en le disant là, je me rends compte à quel point, je pense que c'est plus dur de garder la motivation et de garder un petit peu le côté singulier où tu vas être le seul à parler de ça, cet espace-là. Mais je trouve que ouais, si je recommençais là, je garderais beaucoup plus ces côtés-là.
où je vais moins converger vers tout ce qui se fait et tout ce qui engage. Mais en fait, si tu arrives à faire engager sur des sujets comme ça, bah, tu te démarques encore plus, quoi. Donc ouais, c'est vrai que ces sujets-là, je pense que, et moi, le développement personnel, c'est vraiment un sujet sur lequel je vais revenir, tu vois, je sais pas quand, dès que j'aurai du temps, mais j'en suis sûre qu'il y a un moment, je vais recréer du contenu là-dessus parce que bah, c'est un truc, je pense, super important et on n'a pas forcément accès à tout ce contenu-là, justement, sur ces réseaux-là, quoi. Mmh. Et justement, quel a été le déclic au moment où tu t'es dit, «OK, en fait, j'arrête de créer du contenu autour du sport, j'arrête de créer du contenu autour du développement personnel et je me focalise uniquement sur la partie marketing et donc business»? Ouais, ben en fait, franchement, c'est un peu difficile à croire, je pense, quand on publie pas sur LinkedIn. Mais en fait, LinkedIn, ça apporte vraiment des opportunités pro directes, quoi. Enfin, moi, je sais que quand je publiais certaines choses sur une technique Google Ads ou des choses comme ça, bah, après, j'avais un message perso de quelqu'un qui me disait est-ce que ça te dérangerait de regarder mes campagnes, de reprendre des choses comme ça. Et en fait, c'est un peu de fil en aiguille. Mon business perso s'est vachement développé autour de cette thématique marketing. J'ai aussi bah, accolé à ça un peu le développement d'une newsletter. Je me suis rendu compte que faire sur LinkedIn, c'était bien, mais pour avoir un engagement encore plus un peu lié à moi et plus propriétaire qu'un réseau social, bah, c'était plus intéressant de construire ma base email. Donc j'ai commencé à faire des posts sur LinkedIn, mais aussi sur le marketing, à mettre en place une newsletter. Et en fait, bah, après, j'ai été un peu prise par le temps. Et du coup, j'ai plus la place pour ces aspects-là, sport, développement perso, et je les ai remis dans la brique personnelle parce que c'était pas adossé à des business pour moi. Et voilà, ouais. OK. Tout à l'heure, tu parlais de, ton expérience, à l'étranger, notamment du fait que, tu avais, fait disons un carnet de route avec, ta copine quand vous étiez, partis. Ouais, Hem, il me semble, si je dis pas de bêtises, que dans ton parcours professionnel, tu as fait une pause à un moment donné où tu as voyagé. ouais, ouais. Tu as Bah, fait quoi complètement. En fait, exactement pendant cette pause? pour t'expliquer, moi j'ai fait mes études d'ingé. Donc bon, études d'ingé, je pense que tout le monde voit, on est vraiment trop la tête dans les maths, dans l'informatique. En plus, c'était dans l'informatique, donc dans le code et tout. Et en fait, j'avais pas beaucoup ce côté ouverture d'esprit. En plus, je l'ai fait, tu vois, à Toulouse, dans la ville dans laquelle j'ai grandi. Ensuite, je suis partie en école de commerce à Paris. Et en fait, après ça, je me suis rendu compte que ben il y avait le reste du monde, tu vois. Et en fait, très vite, quand même, j'ai été embarquée un peu dans ma vie pro, où j'ai fait 4 ans en CDI dans un grand groupe. Et là, je me suis rendu compte bah, déjà que franchement, je parlais pas très bien anglais parce que j'ai fait toutes mes études sans partir à l'étranger. Je l'ai fait en alternance, donc j'ai toujours fait en France. Et en fait, au bout de 4 ans de vie pro, je me suis rendu compte que j'avais pas vraiment d'expérience à l'étranger. J'avais pas un super niveau d'anglais et je sentais que j'avais pas envie de continuer 20 ans comme ça. Donc je me suis dit bon là, faut OK. faire un truc. J'ai entendu parler du congé sabbatique, tu vois. Au bout de, je crois, 5 ans d'expérience pro, et comme j'avais fait de l'alternance, ça comptait comme ça. Tu peux prendre 6 mois à 1 an et faire une pause et retrouver ton poste à la sortie. Donc, à partir du moment où j'ai su ça, je me suis dit, non, mais là, c'est parfait. Je vais faire une pause. Je vais partir bah, en Australie, en l'occurrence, pour voyager, pour découvrir d'autres choses et tout. Et puis, je reviens dans 6 mois. Je parle super bien, j'ai une expérience et ça ira beaucoup mieux dans mon parcours. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que une fois que tu pars, en fait, tu décroches un peu du système et bah, tu t'embarques sur d'autres chemins. Et du coup, pendant ce voyage, moi, j'ai à la fois bah, j'ai fait des jobs qui avaient rien à voir, c'est-à-dire je suis repartie bosser en cuisine. J'ai fait un taf de sales en porte-à-porte. Je vendais des panneaux solaires. Et en fait, Mais je me non, suis rendu énorme. compte que franchement, enfin, tu vois que finalement, la vie dans un bureau tracé, bah, finalement, c'était pas ce qui m'excitait le plus, et j'avais envie de beaucoup plus de surprises dans mon quotidien, d'inattendus, des choses comme ça. Et c'est vraiment tout ce que m'a apporté ce voyage. Et j'ai fait un peu 3 mois d'exploration comme ça, où je suis partie bah, complètement toute seule. Donc j'ai rencontré plein de gens. Ça m'a fait aussi bah, vachement me développer, tu vois. Enfin, toute la partie de développement personnel, c'est là où ça a commencé, tu vois. Qu'est-ce que je veux vraiment dans ma vie? J'ai commencé à lire des livres. J'ai lu La Semaine de 4 heures. Même si il y a plein de choses à pas forcément garder dans ce livre, il y a plein de choses à garder aussi, parce qu'il te met dans un état d'esprit où tu as l'impression que tout est possible, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai fait 3 mois, je pense, un peu exploration, où j'ai fait un peu, franchement, des tafs, n'importe quoi, mais c'était des petits boulots, quoi.
Et après, j'ai fait 3 mois où j'ai fait la startup school en ligne, en fait, de Y Combinator. Donc, c'est pas très connu, mais en fait, tu as tous les cours en ligne de Y Combinator, des gens qui sont incubés. Tu peux regarder en session vidéo, quoi. J'ai commencé à faire ça sur les 3 mois d'après. Et là, bah, franchement, je me suis dit, OK, là, c'est incroyable tout ce qu'on apprend là-dedans. Et je me voyais beaucoup plus à partir de ce moment, bah, lancer ma boîte plus tard, commencer mon business, tout ça. Donc, je me suis mise freelance en même temps, en Australie, sachant que je trouvais mes clients en France, je leur disais pas forcément que j'étais en En Australie Australie. et je m'arrangeais pour les horaires pour que ça se voit pas trop. Et puis je fournissais le bon taf pour qu'il soit OK. Et en fait, je faisais des pubs, tu vois, Facebook Ads, Google Ads ou un peu de strat marketing. Mais c'était vraiment les galères du freelance du début, quoi. Tu vois, c'était. Donc, pour euh, trouver tes premiers clients, tu faisais de la publicité pour justement vendre tes services. Non, en fait, je me suis fait un profil Malte Ah, que j'ai fait confirmer, mais du coup, mon profil Malte, j'indiquais que ce que je pouvais faire, c'était de la pub Google Ads, de la pub Facebook Ads. Et puis, je faisais un petit peu des sites web aussi. J'ai fait des sites web à des personnes. Voilà. ouais, je crois qu'on est Et, tous passés par là. et ouais, et puis c'était vraiment le moment où on me demandait, franchement, de n'importe quoi. J'ai un client qui me disait, est-ce que tu pourrais m'installer mon tag manager sur mon site? Et j'étais, ah bah, aucun souci, il n'y a aucun problème. Et du coup, le soir, je regardais comment on faisait. Je me formais, je l'installais sur mon propre site, et puis après, je l'installais sur son site. Et si j'avais besoin d'aide, je demandais à des potes, mais c'est vrai que je trouve le freelance, ça démarre souvent un peu comme ça, et puis après, on arrive à bien structurer le truc. Là, c'est l'exemple parfait du fake it until you make it. Ouais, c'est En clair. vrai. Et donc, ok, donc toi, tu étais en Australie quand tu as commencé à mettre un pied donc, dans l'entrepreneuriat, de par ces vidéos que tu regardais. D'ailleurs, petite question, t'arrivais, malgré ta vie là-bas, à Hmm. te cadrer et à regarder des vidéos tous les soirs ou je sais pas trop comment tu t'organisais? Ouais, ouais, bah franchement, je savais que c'était 10 heures dans ma semaine. Tu vois, c'était sur 6 semaines la formation, 10 heures par semaine, et en fait, tu vois, quand tu tombes sur un truc qui t'intéresse vraiment, bah en fait, c'était assez facile pour moi de m'y mettre et de passer du temps à ça parce que je sentais que c'était ce vers quoi j'étais aspirée, tu vois. Et même les rencontres que je faisais, j'allais à des meet-up d'entrepreneurs. J'ai pitché devant donc c'est un truc qui s'appelle, enfin un groupement de start-up à Melbourne, la Melbourne Silicon Beach. Et du coup, j'avais pitché là-bas juste pour dire que je pouvais aider les entrepreneurs justement à faire des ads Facebook, les aider à faire des lookalikes pour trouver des clients. Donc ouais, en fait, c'était tout un milieu en fait qui a un peu changé pour moi et vers lesquels je me suis tournée et j'ai mis un pied dedans. Donc c'était assez facile ouais, finalement de passer du temps à ça. Et après quoi, t'es rentrée en France? Alors après, en fait, ouais, j'ai une startup qui m'a contactée de là-bas parce que j'avais pas mis à jour mon LinkedIn et tout pour pas paraître. En fait, j'avais encore l'impression, tu vois, que c'était un peu mal de partir en pause à l'étranger et de faire sa vie. J'avais vraiment peur que ça casse un peu mon CV, tu vois, enfin, tous ces a priori que maintenant j'aurais plus du tout. Et du coup, il y a une startup qui m'a contactée pensant que j'étais encore chez Canal+. C'est Miro, du coup, MEERO, tu vois, la boîte de photos. Et du coup, bah, ils étaient en train de grossir énormément. Ils allaient faire une grosse levée de fonds, 500 employés, donc ça donnait une scale-up. Et voilà, ils avaient besoin d'un gros manager, donc sous le head of growth, quelqu'un qui pourrait structurer un peu. Et moi, du coup, la partie growth, bah, en fait, je me souviens qu'avant de partir en Australie, je regardais des profils de mecs qui étaient growth manager et je me disais, mais comment je peux arriver à être ça, tu vois? J'étais là, mais c'est incroyable, ça a l'air trop, trop bien, c'est exactement ce que je veux faire. Et ça me paraissait un truc inatteignable un peu, tu vois. Moi, j'étais juste chef de projet digital et après responsable digital chez Canal+, mais il n'y a pas de growth chez Canal+, tu vois. C'est un grand groupe, c'était en 2018. Enfin, tu vois, c'était pas encore la culture. Et je me souviens qu'avant de partir en Australie, je regardais ces profils de mecs et je disais, ah, mais putain, comment on arrive à être ça? Et en fait, du coup, il y a une startup qui m'appelle quand je suis en Australie, au bout de 5, 6 mois, tu vois, pour me dire, bah, en fait, on aimerait bien te recruter là-dessus. Et je dis, ah, mais c'est incroyable quand même. Et j'avais mis à jour quand même mon profil avec, tu vois, la formation Y Combinator, des trucs comme ça. Donc, je pense que ça a peut-être un peu. Ça y est. Et voilà. Et donc, du coup, j'ai fait mon process. Donc, je pensais jamais qu'ils allaient me prendre parce que j'ai fait premier entretien en Australie, deuxième à Bali, troisième aux Philippines. Et je me disais, mais là, ça va être catastrophique. Ils vont jamais me prendre. Et en Toujours fait, dans les a ils m'ont priori. pris. Bah ouais, ouais, carrément.
Et du coup, je suis rentrée à Paris pour bosser 1 an et demi du coup en start-up dans la team Growth et j'ai beaucoup appris et j'ai rencontré plein de gens trop cool. Donc Dont un de tes associés. ouais, exactement. Franchement, c'est vrai qu'à ce moment-là, j'aurais pas misé sur ça, mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans la team Growth chez Miro, on avait pas mal de gens qui étaient chauds, qui étaient super bons et dont des stagiaires qui venaient, stagiaires de fin d'études et franchement qui étaient, enfin moi j'étais impressionnée par le niveau des stagiaires. Moi quand j'ai débarqué en stage quelque part, genre j'avais l'impression que je savais rien faire. Eux ils arrivent, ils savent déjà mettre en place des trucs, tu les formes, ils savent faire des automatisations. Enfin j'étais vraiment bluffée souvent par les stagiaires qu'on avait et dont un, ouais c'est vrai que Hugo, quand j'étais growth manager chez Miro, il n'était pas exactement dans mon équipe mais on bossait ensemble sur des projets. Et c'est vrai qu'on aimait bien bosser ensemble. On avait toujours ce truc d'essayer d'apprendre, d'essayer de se challenger et tout. Et en fait, une fois que lui est parti de son stage, il est parti à Station F justement monter une boîte. Et moi, une fois que je suis partie de Miro, en fait, on a gardé. Moi, je me suis mise à mon compte en freelance et on a gardé un point tous les mois. Et je pense que c'est ça qui a fait. D'ailleurs, je pense que c'est un super truc pour les gens qui veulent essayer de trouver un associé. C'est continuer à travailler un petit peu ou continuer à garder des vrais liens pro avec les gens avec qui vous aimez bien travailler, quoi. Parce qu'en fait, on a gardé un point tous les mois, 1 heure, où pendant 30 minutes, je me plonge comme si j'étais consultante pour sa startup. Donc, je lui donne des conseils extérieurs, il me pose ses problématiques et je lui réponds. Et lui, pareil, je lui dis, bah voilà où j'en suis, voilà mes problèmes du jour, qu'est-ce que tu ferais? Et lui, il me fait un peu toutes ses recommandations. Et ça peut aller même jusqu'à, il met en place une automatisation pour moi, ou alors je lui fais un petit pitch ou un petit reco stratégique ou un truc comme ça. Et donc, du coup, on était vraiment impliqués dans les projets de l'un de l'autre. Et on a Mm. fait ça pendant plus d'1 an, je pense, jusqu'au moment où en fait les projets convergent un peu parce que dans une bonne discussion, on se dit, mais attends, ce truc-là, quand même, ça fait 3 mois d'affilée qu'on en parle. Ouais. On a envie de creuser tous les deux. Il y a peut-être moyen de, ouais. J'avoue, c'est une bonne manière de faire et c'est un bon point de dire que s'il y a des personnes avec qui tu as matché professionnellement parlant, ben, tu gardes et tu maintiens un lien sur du long terme. Et d'ailleurs, toi, tu as senti une grosse différence. Est-ce que ça a été vraiment game changer pour vous de maintenir ce call et de vous aider entre vos différentes problématiques? Bah oui, franchement, déjà, tu peux pas faire ça avec beaucoup de monde, tu vois. Quelqu'un qui s'implique vraiment comme si c'était son projet sur le tien, c'est super agréable, tu vois, d'avoir ce côté où on le fait des fois autour de, tu vois, pendant un déj, je vais te parler d'un truc, tu vas me donner un petit conseil, mais vraiment avoir ce truc récurrent où tu sais que tu vas pouvoir challenger ça, où tu vas pouvoir avoir des réponses, avoir des pistes, j'ai trouvé ça super intéressant. Et puis, ouais, je pense que ça a vraiment contribué au fait que on savait que en fait, on voulait que nos chemins pro se recroisent à un moment, on savait pas comment, mais voilà, on voulait maintenir un peu le lien, quoi. Ouais, c'est une manière de pousser la chose et de la rendre un peu plus concrète. Et vous êtes restés comme ça pendant combien de temps? En fait, du coup, lui, il a fait ses 6 mois de stage, moi j'ai fait 1 an et demi. Je pense qu'on est resté comme ça pendant 1 an, Ok. à peu près, je dirais. Donc 12 meetings. Bah ouais. Ouais, peut-être qu'on en a loupé un ou deux, allez. Mais à chaque fois, on reprenait un peu le truc. On a appelé ça en plus les fried chicken parce que moi j'ai une grosse passion pour le poulet frit. Et du coup, on a maintenu encore, maintenant qu'on est associé, le fried chicken meeting. C'est genre le petit moment qu'on attend dans la semaine. Normalement, c'est le petit truc qu'on aime bien. Et en fait, du coup, moi, je me suis lancée en freelance. Donc pendant 1 an et demi, les sujets desquels on parlait, c'était un peu soit mes missions freelance, lui, sa boîte. Et Mhm. après, il y a eu un moment où les discussions ont beaucoup tourné autour de ces problématiques recrutement. Parce que moi, c'était mes problématiques du quotidien. Je sentais qu'il y avait un truc. Lui a dit, sur un meeting, il m'a dit, attends, mais je vais tester quelque chose sur ce projet-là. Sur mon projet, il a testé quelque chose de son côté. Et la fois d'après, en fait, là, on commence à rapprocher les meetings. On avait envie d'en parler toutes les semaines. Donc, en fait, c'est devenu un peu automatique. Et après, j'allais à Station F toutes les semaines parce que on avait vraiment envie de lancer un truc là-dessus. Et puis, ouais, en fait, ça a duré, tu vois, peut-être 10 fois, une par mois. Et puis après, c'est devenu une par semaine. Et après, là, maintenant, c'est tous les jours, tout le temps. Ah, vous avez vachement augmenté la cadence. Mais donc là, on parle de Go et toi, mais maintenant vous êtes trois Ouais, sur Gloss oui, Hiring. exactement.
Et bah, tu vois, là, ça montre aussi la limite de parfois bosser avec. En fait, je pense que en fonction des gens avec qui tu bosses, ça t'apporte certaines choses et pas d'autres, tu vois. Et en fait, avec Hugo, on était très bons sur avoir les idées, sur trouver la stratégie, sur trouver le truc, mais après, on n'avait pas forcément la discipline, ayant des plannings déjà très remplis. On n'avait pas la discipline de dire, bah vas-y, on va sortir ça. Moi, je suis un peu perfectionniste. Je vais un peu attendre, un peu repousser, même si je sais qu'il faut sortir en mode MVP, un truc, tu vois. Première version toute pourrie, on s'en fout. Mais en fait, moi, je vais quand même aller chercher le truc où ça va être un peu mieux. Voilà. Hugo, bah, pareil, il avait sa boîte à côté, donc voilà. Et en fait, il y a eu un moment, au bout de 3 mois, en fait, pour pas teaser pendant 10 heures sur ce projet dont je parle et dont je parle pas vraiment, en gros, on s'est rendu compte que moi, en mission freelance, j'allais former les équipes marketing au growth. Donc dans des petites boîtes, je m'étais rendu compte que les startups, en fait, ça me fatiguait un peu parce que souvent les business models étaient pas bien en place. Les chiffres d'affaires dépendaient vraiment de la façon dont on vendait le produit et puis surtout les clients n'étaient pas forcément ultra satisfaits dès les premières ventes. Donc je me suis vite tournée vers les PME, tu vois, les boîtes de la vraie vie qui avaient déjà des business qui tournaient, des clients qui étaient super contents et qui n'arrivaient pas à exploiter ça. Donc en gros, moi j'allais dans les PME, je disais aux équipes market, bah aujourd'hui vous utilisez ces méthodes, on va essayer de tout transformer pour aller augmenter la croissance beaucoup plus rapidement. Donc je formais le market au growth. De fil en aiguille, j'ai formé les sales au growth parce qu'en fait c'est très lié, tu vois. Si tu as les sales qui sont formés à tout ça, bah tu décuples un peu la croissance de ta boîte. Et après, j'ai un fondateur, du coup Hervé, que je remercie encore, il y a 3 ans, qui m'a dit bah écoute, ce que tu as expliqué à mes équipes market et à mes équipes sales, là, j'aimerais bien que tu ailles l'expliquer à mes équipes de recrutement. Au début, je me suis dit, mais ok, bon, why not? Allez, on va faire ça. Mais je savais pas du tout ce que j'allais leur raconter parce que je me disais, mais le recrutement, enfin. Et en fait, il me dit, parce que maintenant, en gros, la croissance, tu vois, de la boîte, elle était un peu bloquée par cet aspect-là. Et du coup, bah, les outils que j'avais mis en place sur le market et le sales pouvaient aussi être utilisés par eux. Donc, du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur le projet vraiment gross hiring qui va adapter toutes les méthodes du market, du growth aux équipes de recrutement. Et bah, du coup, ça s'est vraiment construit, tu vois, dans ces meetings avec Hugo. C'est-à-dire que moi, la fois d'après, quand j'ai eu Hugo, je lui ai dit, bah, en fait, là, je dois faire une formation, training, recrutement. Je sais même pas ce que je vais leur raconter. Donc voilà, j'ai un peu construit tout ça. Et puis de fil en aiguille, moi j'ai fait ces premiers meetings avec les recruteurs qui ont super bien marché. Les méthodes qu'ils ont mis en place, bah, en fait c'était. Alors tout premiers étaient un peu chaotiques parce qu'en fait on savait pas exactement ce qu'il fallait faire. Et puis ensuite quand on a trouvé des trucs qui marchaient, bah en fait ça a été super intéressant. Et donc du coup, avec Hugo, on s'est dit bah là tous les workshops que tu as fait avec les recruteurs, on va les tourner en vidéo pour en faire des formations. Et comme Ok. ça, on va pouvoir diffuser au plus grand nombre assez vite. On va pouvoir avoir plein de retours. On va voir. Et en fait, c'est vrai qu'au bout de 3 mois, on s'est mis à ça en septembre, octobre, novembre. On était tellement pris par nos trucs. On bossait là-dessus, donc tous les vendredis à Station F. Sauf qu'on se voyait, on discutait de tout. On faisait des plans sur la comète. On partait dans tous les sens. Et au bout de 2 mois et demi, à se voir tous les vendredis, il n'y avait rien qui était sorti. On avait des slides, mais il n'y avait rien qui était sorti. Du coup, on s'est dit, non, mais là, ça va pas. Genre là, ça va pas du tout le faire. Donc il m'a dit franchement, je pense que, enfin, quelqu'un d'extérieur, ça pourrait grave nous aider. Et il m'a dit justement là, ce week-end, j'ai pensé à quelqu'un qui serait la personne parfaite et tout. Et en fait, moi, je me disais, bah, franchement, why not, tu vois, allons-y. Mais ça m'étonne, enfin, j'arrivais pas à y croire que quelqu'un allait être aussi motivé que nous sur ce projet, à qui ça allait parler. C'était un truc qu'on n'entendait pas, tu vois, partout. Et du coup, que la personne, ça allait fitter aussi parce qu'on s'entendait super bien avec Hugo, on avait la même vision du truc et tout. Et donc là, il me dit, allez, viens, à midi, on va manger des ramen en face de chez Miro, justement, là où on était avant. Et là, je rencontre Alexis, tu vois. Et Alexis, pendant le déj, il est trop motivé sur le projet, il a des trop bonnes idées, il est trop chaud. Et Hugo me dit, à la fin du déj, il me dit, mais il vient juste de m'écrire pour me demander si si ça avait collé avec toi ou pas, tu vois. Et moi, je dis, ah, putain, mais incroyable, mais moi aussi, vas-y, essaye de faire en sorte qu'ils viennent avec nous et tout. Et du coup, bah, on a commencé en janvier dernier. Donc, il y a un an et demi, quoi. Et on s'est deux Ok. suite dit, franchement, on a envie de partir ensemble. Et trois, on trouvait que c'était la bonne
tu vois, le bon truc. Alexis, c'est une bête d'exécution, tu vois, genre ultra organisé, ultra déter. Il va vraiment cadrer le truc. Et nous, quand on a, tu vois, ce moteur-là, bah, après, derrière, ça déroule grave et on ne reste pas à discuter pendant des heures sur des trucs, quoi. Ouais, c'est bien, vous avez tous un aspect, une personnalité finalement qui sont hyper complémentaires. Du coup, comment est-ce que vous répartissez votre temps ou disons les tâches au sein de la boîte entre vous trois? Ouais. Bah ouais, c'était une vraie question parce qu'en fait, on était dans des cas, enfin, tu vois, vraiment, il y a 1 an, quand on a pris le projet, déjà, on s'est dit, moi, il y avait un truc, franchement, j'avais pas trop d'expérience dans l'entrepreneuriat, de vrai terrain, tu vois, j'avais juste entendu des podcasts et tout. Et j'avais la sensation qu'il fallait qu'on parte à égalité, tu vois. Même si le truc, bah, j'avais fait des workshops et tout, en fait, j'avais trop envie et trop besoin, tu vois, que tout le monde s'approprie le projet et que ce soit le projet vraiment de tout le monde. J'avais pas envie que ce soit genre le projet d'une personne avec d'autres personnes qui aident. Donc, ce qu'on a dit, c'est Mm. que on a fait un système plutôt de, à partir de telle date, ce sera le projet de tout le monde. Et jusqu'à telle date, il y a comme une sorte de rattrapage, tu vois. Il y a des personnes, genre Alexis, forcément, il avait moins d'expérience sur le truc, donc il a beaucoup plus taffé au début pour se remettre à niveau sur plein de choses, reproduire un peu des choses aussi. Et en fait, on a dit à partir de, je crois que c'était le 1er mars, genre on est égalité, genre on signe vraiment tous les trois, c'est notre bébé, quoi. Donc il y avait ça. Et puis après, le truc, c'est qu'il y en avait un, donc Hugo, qui avait sa boîte à Station F. Il y avait moi qui avait toutes mes missions freelance, mais genre j'avais 8 clients, je crois, un truc comme ça à ce moment-là, donc c'était n'importe quoi. Plus ma newsletter et Alexis, bah, qui arrêtait sa boîte, mais qui avait envie de prendre un CDI, je crois, pour faire un prêt ou un truc comme ça. Enfin, mais qui avait envie d'avoir une expérience. Donc du coup, il y a eu en fait 8 mois où on était à 1 ou 2 jours par semaine sur le projet, tu vois. Ok. Donc voilà. Et et c'est vrai qu'on a rencontré pas mal d'entrepreneurs pendant ce temps. Et à chaque fois, la réponse de tout le monde, c'était mais focus. Là, vous avez un truc. Genre, en 2 mois, on avait réussi à réunir une communauté de 1000 recruteurs, tu vois. On sentait qu'il y avait vachement de demandes sur le truc. On avait lancé notre première version de l'académie, donc la première version de la formation. On avait fait des ventes et tout, on avait du chiffre d'affaires. Et on était toujours à 1 ou 2 jours par semaine sur le projet, tu vois. Et Et franchement, quand j'y repense, comment est-ce que vous avez ouais. fait justement pour avoir vos premiers clients? Est-ce que c'était du bouche à oreille? Est-ce que vous aviez mis en place, je sais pas, une stratégie de growth hacking en ce Ouais. sens? Bah, franchement, moi, ça a été quand même la première fois où j'ai senti que, en fait, quand tu as un besoin du marché, quand même, les choses vont beaucoup plus vite et les choses se font beaucoup plus naturellement, tu vois. En fait, j'avais déjà été dans le cas où c'était mon idée, j'étais sûre que ça allait servir le marché et c'était moi qui l'a poussé au monde, tu vois. C'est-à-dire que pour les PME, par exemple, j'étais persuadée que le gros pouvait les aider. Du coup, c'était moi un peu qui allait dire, les convaincre, tu vois. Et en fait, là, dans le cadre de Gross Hiring, ça a été un peu différent. Ça a été vraiment, on jette un truc, genre on met une petite miette à l'eau, et finalement, plein de gens se ruent dessus et enchaînent sur le truc. Et du coup, quand tu es dans un truc où le marché, bah, tu vois, le marché du recrutement, il y avait quand même, ils ont des énormes objectifs. La place du recruteur, elle est pas ultra valorisée dans la boîte, alors que franchement, c'est eux qui font bah, c'est eux qui contribuent le plus à la croissance de la boîte. Et puis, bah, en fait, ils avaient pas énormément de contenu comme ça, qui était des méthodes un peu nouvelles, inspirées du market, inspirées du growth. Du coup, bah, c'est vrai que ça a été un peu pour construire la communauté. On a commencé à balancer un peu, pour te donner un ordre d'idée, les workshops que je faisais, bah, on a tout mis dans l'académie. Et puis, on a pris 10%, on l'a mis en gratuit dans des événements, quoi. Et du coup, on a fait un premier événement où là, on a vachement bastonné sur la communication. On a réuni, je crois, bah, il y avait 700, 800 participants. Il y avait, Ce qui est pas mal. ouais, ce qui était super bien. Franchement, on était trop contents. Et après, il y avait 150, 200 en ligne le jour même. Et puis, on a vendu à 10%, tu vois, des gens. Donc, du coup, à partir de ça, on s'est dit, bah là, en fait, il y a vraiment un truc. Quand tu leur donnes un peu du contenu, ils ont envie d'en voir plus et ils sont prêts à payer. Donc en fait, il faut y aller encore plus fort et voilà. Et c'est vrai qu'après, on a mis un peu de temps, vu qu'on était 1 ou 2 jours par semaine, à aller au-delà de ça, enfin à avancer plus. Mais, euh, mais ouais, du coup, on est parti sur la technique vraiment de donner du contenu gratuit. Et en fait, pendant 1 an, franchement, l'an dernier, on n'a même pas réfléchi en termes de vente. On a vraiment réfléchi en termes de nous, on pense que le gros hiring, c'est l'avenir, tu vois.
c'est un des un des points de l'avenir du recrutement. Du coup, on va faire en sorte que tout le monde soit d'évangéliser le mouvement, de faire rejoindre toutes les personnes qui croyaient aussi à cet aspect growth et marketing dans le monde du recrutement. Donc, on a vraiment essayé d'embarquer tout le monde avec nous, de créer un truc au-delà d'une boîte, tu vois, vraiment un mouvement et un peu une discipline, un truc où en fait on pose un peu les pions pour que les gens puissent avoir bah, des choses à tester, des choses à voilà. Donc on a beaucoup donné, franchement, pendant tous les événements, des tips, des choses comme ça, et ça s'est beaucoup basé sur les événements, sur la newsletter et sur la communauté Slack aussi qu'on a construit. Tu disais que vous, sur le projet, au début, vous bossiez juste 2-3 jours par semaine dessus. Mm. Le pivot, il s'est fait à quel moment? Genre le switch de se dire, ok, vas-y, on se met full time. Enfin, et d'ailleurs, est-ce que vous êtes Ouais, tous full time dessus ou est-ce que vous développez autre chose en parallèle? ouais, bah du coup, grosse question, mais en fait, là, en fait, en octobre dernier, on a fait un gros event où on a dit, bon, vas-y, on va arrêter de donner que des petits bouts. On va donner complètement tous les 10 piliers du gros hiring, ce qu'on voit, on va tout mettre en ligne. Donc ça, c'était en novembre dernier. Et en fait, suite à cet événement, on a eu 100 demandes. Donc on en a eu 99 exactement, mais on a eu 100 demandes de personnes qui voulaient plus. Donc qui voulaient soit de l'académie, soit de la prestation, soit, tu vois, qui voulaient aller plus loin avec ce mouvement-là. Donc là, je t'avoue que fin novembre, quand on a vu ça, et que nos projets à côté, bah, voilà, c'était tout notre envie, en fait, on avait envie de la mettre dans ce projet-là pour changer le monde du Hmm. recrutement. Du coup, bah, en fait, Alexis a posé son préavis parce qu'il était en CDI, donc il a demandé à arrêter, quoi. Et puis Hugo et moi, on s'est dit tous les trois qu'on gardait un jour pour nos projets perso ou notre, tu vois, bah, par exemple là, enregistrer ce podcast, tu vois, ça fait partie des trucs qui sont plus pour perso, mais voilà, on garde un jour où on fait un petit peu ce qu'on veut, en fait, ce qui nous plaît, et on passe 4 jours à fond sur le Gross Hiring. Et en soi, comme on passe plus de 4 jours, ça fait comme si on était à peu près full time, tu vois. Ouais, je trouve ça marrant que tu le considères effectivement comme du perso parce que, en fait, mine de rien, le fait d'enregistrer un podcast, alors oui, on parle de toi, mais on parle de ton parcours, ça te met toi en avant, mais du coup, ça met en avant le côté humain de l'entreprise. Et au-delà de ça, en fait, on parle mine de rien beaucoup de ton projet et de pourquoi tu le Mm. fais, comment tu le fais, etc. Et je trouve que c'est quand même un investissement qui se fait sur du long terme. Tu vois, moi aujourd'hui, il y a une phase où j'ai enchaîné plein de podcasts. Alors forcément, au début, tu es trop contente parce que tu parles de ton projet, etc. La vérité, c'est que les effets, tu les as pas tout de suite. Et c'est des effets cumulés qui sont sur du long terme. Et aujourd'hui, franchement, j'ai peur de dire une bêtise, mais on a bien 15% de nos leads qui nous disent je vous ai connu via un Mm. podcast. Et en fait, ce qui est cool Ouais, avec le podcast, c'est qu'il y a aussi cette partie référencement naturel qui va se mettre en place, qui fait que demain, si les gens vont taper genre Marie-Lou de Gross Hiring, eh ben, ils vont tomber sur ces podcasts, ils vont t'écouter. Et en fait, c'est pas genre juste je te lis, je lis un post et je t'ai vu pendant 30 secondes. C'est je passe 1 heure de mon temps avec toi. Et je trouve que c'est hyper puissant. Et donc, moi, enfin, ouais. je trouve pas que ça soit un investissement vraiment perso, tu vois. Non, mais je pense que t'as grave raison, et c'est trop bien que tu le vois comme ça aussi, parce que là, c'est vrai que dans nos esprits, c'est séparé, mais en fait, en réalité, même quand on en parle entre nous, c'est super important qu'on garde cette journée justement ultra libre où on va faire des choses qui sont pas forcément. Tu vois, si je tournais un podcast, je tourne des podcasts vraiment recrutement, ou alors Alexis fait des interventions, tu vois, webinar recrutement, ça on le compte dans Gross Hiring. En fait, c'est un peu comme si on s'était accordé en tant que trois cofondateurs une journée personal branding, parce qu'on sait que déjà on veut que nos projets soient liés long terme, tu vois, et du coup, on veut que nos personal branding servent nos projets. Et donc, du coup, on garde cette journée-là pour que chacun des trois cofondateurs aille explorer, bah, tu vois, un peu où il veut. Mais c'est vrai qu'on sait que quelque part, ça resservira notre projet à terme, tu vois. Mais moi je sépare un peu ça dans ma tête juste pour avoir assez de temps opérationnel, tu vois, sur Gross Hiring, parce que je sais qu'il y a tellement en fait, je pourrais De tellement choses à passer faire. ma semaine à, tu vois, écrire des posts LinkedIn, à écrire ma newsletter, à aller sur des podcasts, à moi-même lancer un podcast ou je ne sais quoi, tu vois, je pourrais partir dans plein de directions. En fait, je me dis, c'est mon minimum et mon maximum. Genre, j'ai un jour par semaine qui est dédié à juste, moi, mes projets un peu en dehors de Gross Hiring, mais qui vont servir au final. Et franchement, t'as trop raison, on le voit comme ça aussi. C'est indirect, mais ça a vraiment toute son importance, quoi.
Et du coup, tu as une newsletter, il me Oui, semble. Alexis a un podcast. oui, Hugo est aussi enfin, maintenant, il t'a rejoint sur la newsletter ouais, Bravo PME. ouais. En fait, mine de rien, vous développez tous un peu vos médias en parallèle de Gross Hiring. Est-ce qu'il y a une raison à ça? Et surtout, est-ce que tu penses que c'est une bonne chose que chacun vous ayez justement cette partie développement de médias qui n'est pas, en tout cas pour le moment, Mm. représentée directement par Gross Hiring. Tu vois, genre, pourquoi est-ce que par Ouais, exemple ouais, vous développez pas une newsletter Gross Hiring, un podcast Gross Hiring? ouais. Bah ouais, justement, c'est ça le. Alors déjà, il y a un point de vue qui est juste chronologique, tu vois. On a tous lancé nos médias avant de se mettre à temps plein sur Gross Hiring. Donc moi, j'ai ma newsletter depuis 3 ans maintenant, 2 ans maintenant. Et en fait, bah du coup, c'était plus un arbitrage de est-ce que en se mettant sur Gross Hiring, c'est des choses qu'on garde ou est-ce que c'est des choses qu'on arrête. Mais en fait, moi, j'ai tellement vu euh, à la fois déjà le plaisir que j'ai à continuer de faire ça et encore le potentiel que j'ai pour développer ce projet et surtout aussi comment il peut servir, tu vois, aussi Gross Hiring parce que quand donc moi la newsletter pour raconter rapidement ce que c'est, quand j'ai commencé à travailler avec des PME, à les aider sur du growth, je me suis rendu compte que j'envoyais un petit peu toutes les semaines des conseils à mes clients par-ci par-là. Et il y a un samedi, j'étais chez moi et je me suis dit, en fait, plutôt que d'envoyer en éparpillé, genre, prends un Substack. J'avais entendu aussi, bah, encore une fois, Johan Lopez, je crois qu'il avait fait son Substack. Trouve un nom pour envoyer des petits conseils et puis formalise ça. Et tu fais un post LinkedIn pour annoncer que tu lances une newsletter avec un conseil par semaine que les PME peuvent mettre en place. Donc, tu rends ça un peu pédagogique pour toi, tout ce que tu entends, bah, tout ce que j'ai eu, tu vois, sur les formations Y Combinator ou même des trucs vraiment que j'apprends dans les podcasts ou dans des lectures bah, je rends ça ultra simple sous format de tuto en fait une fois par semaine le vendredi. Et voilà, et en fait du coup développer ce projet, bah c'est vrai que au bout de 2 ans de newsletter, j'ai rencontré plein de fondateurs, de dirigeants avec qui j'ai eu des échanges, des gens en fait qui me connaissent. Et une fois que je leur présente n'importe quel autre projet, bah en fait je pars pas de zéro, je pars de quelque chose qui est déjà une relation qui est déjà construite. Et c'est un peu pareil pour le personal branding sur LinkedIn. Mais du coup moi ça m'a paru assez logique de garder ça. Et en fait, Alexis, bah, c'est pareil, son podcast, ça sert parce qu'il rencontre plein de gens. Et au-delà de ça, bah, en fait, c'est un peu la direction long terme qu'on veut pour Gross Hiring. Mais nous, on croit beaucoup au fait que le recrutement, ça va de plus en plus être comme le marketing, influencé par les communautés et par bah, les influenceurs. C'est-à-dire que n'importe qui a de la visibilité aujourd'hui, il a plus de facilité à recruter et il va avoir plus un lien direct avec les meilleurs talents que bah voilà, des personnes qui n'ont aucune visibilité. Donc en fait, à partir de ce moment, recruter également dans des communautés, bah, tu as accès à des personnes et tu as les informations sur les personnes et les personnes sont beaucoup plus engagées par Mhm. ailleurs pour aller sur un projet. Donc finalement, avec Gross Hiring, on tient vraiment à développer et on met beaucoup d'énergie, même s'il n'y a pas forcément de chiffre d'affaires direct derrière, à développer la communauté de recruteurs et à alimenter en fait bah, ces recruteurs avec des super ressources, des super events, des choses comme ça. Moi, par ailleurs, sur Bravo PME, j'alimente un peu une communauté de dirigeants qui ont des besoins de recrutement, mais aussi qui ont envie de développer leurs skills marketing. Donc, j'ai beaucoup de talents en marketing en fait qui sont dans cette communauté. J'ai à la fois bah, des gens qui veulent se former au market, mais aussi des gens qui cherchent des head of market ou des choses comme ça. Donc déjà, je peux Mhm. mettre en relation, tu vois, et en fait, il y a des recrutements qui se font à l'intérieur déjà via de la mise en relation. Et puis, bah, par exemple, Alexis, tu vois, avec son podcast, il est en train de développer aussi une communauté de growth et de gens qui veulent développer leurs compétences autour de ça. Donc, en fait, par rapport à notre vision long terme de growth hiring qui est de aider le recrutement aussi à se faire par les communautés, c'est un pan du projet, bah, en fait, ça sert beaucoup de continuer à alimenter ces médias et à avoir de plus en plus de visibilité et d'alimenter les communautés qui sont dedans, quoi. Tu utilises beaucoup le terme communauté et Ouais. ça tombe bien parce que c'est un peu beaucoup le sujet de ce podcast. Toi, si tu devais déterminer, enfin, ouais, comment t'expliquerais une communauté? C'est quoi une communauté pour toi? Ouais, bah écoute, franchement, très bonne question parce que du coup, je différencie vraiment euh, une audience d'une communauté, tu vois. Une communauté pour moi, c'est un ensemble de personnes qui va créer des liens entre eux en fait.
et qui va pouvoir développer des liens les uns envers les autres, quoi. Et c'est vrai que il y a beaucoup enfin, en fait, quand on lance un média, au départ, on crée une audience, tu vois. Et en fait, l'audience, c'est vraiment beaucoup plus descendant, quoi. C'est les personnes qui vont suivre ce média. Et en fait, je trouve qu'il y a vraiment un enjeu et chose que j'ai pas fait, tu vois, sur Bravo PME quand j'ai lancé ce premier projet qui était un média avec une audience. Ça m'a pas paru forcément indispensable dès le départ de créer cet aspect communauté où les gens allaient pouvoir aussi Mm. échanger entre eux, des choses comme ça. Donc du coup, c'est quelque chose qui est beaucoup moins développé sur ce projet-là. Mais par contre, ensuite, quand j'ai développé avec Hugo Alexis Gross Hiring, on a vraiment tenu à ce que dès le départ, il y ait de l'info descendante qui venait de nous, tu vois, sur de la partie des nouvelles notions sur recruter avec du marketing, du growth, tout ça. Mais on voulait aussi qu'il y ait des ponts qui se fassent à l'intérieur et des échanges entre les personnes qui apprenaient les mêmes choses. Du coup, c'est pour ça qu'on est parti sur Slack et que on a créé cet espace. Et tu vois, il y a beaucoup d'échanges là. Encore tout à l'heure, en fait, tu as des gens qui alimentent avec les meilleurs livres qu'ils ont lus sur le recrutement. Et donc, chacun Mm. partage. Et là, tu crées vraiment une communauté parce qu'en fait, tu as ces nouveaux liens qui se créent et qui mappent un peu le truc de façon à ce que ça grossisse un peu de l'intérieur, en fait, je dirais. Ok. Et vous, justement, votre communauté, comment vous avez fait pour la développer? Euh, bah, je dirais il y a eu deux aspects. Le premier, c'était les événements, vraiment. On a lancé depuis un an un événement tous les mois, donc un live tous les mois avec un sujet différent sur lequel on partage, donc on invite souvent des gens et on partage 5 tips très actionnables. Donc les gens savent qu'ils vont venir 30 minutes, ils vont voir, tu vois, 3-4 partages d'écran de choses qu'ils peuvent reproduire dans leur quotidien. Et ensuite, suite à ça, on leur envoie une invitation à la newsletter qui reprend ces tips et on les intègre dans le Slack. En fait, il y a aussi, ça s'est fait un peu naturellement parce qu'il y a aussi une vraie volonté de la part des gens d'aller rejoindre un peu. Nous, on appelait ça le Gross Hiring Club, mais il y avait un peu cette volonté des gens. Et il y en a beaucoup qui nous remplissent les formulaires en nous indiquant que oui, ils ont envie de rencontrer, ils ont envie d'apprendre, ils ont envie de partager des informations. Et on a aussi toute la partie recruteur indépendant, tu vois, qui travaille tout seul au quotidien et qui finalement soit rejoignent des réseaux, soit rejoignent ce genre de communauté, de club. Et voilà, donc par les événements, par la newsletter, et puis par ce truc un peu organique du milieu qui avait envie de partager et de créer des connexions, tu vois. Parce que, en fait, finalement, le recrutement, quand tu es un recruteur d'une boîte par rapport à une autre, en fait, tu vas viser le même talent et donc tu es un peu en concurrence directe. Et on pourrait se dire, Mm. en fait, les recruteurs entre eux, ils n'ont pas forcément à échanger. Mais en fait, finalement, ça va au-delà de ça et c'est surtout échanger sur leur métier. Il y a pas, il y en a de plus en plus depuis un an, mais il n'y avait pas une offre folle d'endroits où ils pouvaient se partager beaucoup d'informations, quoi. Ok. Et est-ce que toute la partie acquisition que vous avez mise en place pour Growth Hiring, c'est des éléments que vous aviez vous-même mis en place pour, je sais pas, par exemple, vos newsletters? Mm. Ouais, un peu. Mais en fait, là, sur Gross Hiring, euh, ça s'est vraiment fait plus sur l'aspect communauté, justement. Newsletter, j'insistais beaucoup sur le contenu. Je disais, en fait, j'envoyais des messages aux personnes pour leur dire, euh, j'ai vu que tu bossais dans le marketing dans une PME. Si tu veux, je t'envoie un conseil tous les vendredis. Voilà, donc c'était beaucoup plus basé sur le contenu. Alors que là, on a vraiment joué sur le côté, pendant les événements, on annonçait aux personnes, rentrez dans le club, rejoignez le club, et vraiment beaucoup plus le côté où ils vont entrer dans un écosystème, tu vois, et moins l'aspect contenu, mais plus l'aspect rencontre, partage, échange et tout. Et du coup, les stratégies, ouais, c'était vraiment ça, c'était inviter plein de gens à nos events, que les gens viennent et faire un pont très direct avec le Slack. Mhm. Euh, et puis ensuite, newsletter également, qui reprend un peu le contenu des events et un peu de... Ouais. Et là, avec un peu de recul, quand tu analyses la situation, ce que vous avez réussi à construire aujourd'hui, etc., pour toi, qu'est-ce qui a été, disons, game changer? Euh, alors pour moi, il y a plusieurs choses déjà.
La première, c'est, je te dis ce timing un peu où on sentait que le marché avait était demandeur en fait de ça. Et je pense que tu vois, si c'est un truc que je dois retenir, c'est que euh, si tu as vraiment envie de lancer quelque chose et que tu sens que derrière le marché ne réagit pas, il faut vraiment adapter ta stratégie et trouver l'angle qui va faire que bah, le marché de lui-même est intéressé par ton sujet. Donc en fait, je pense que vraiment le timing, ça a été et parler de marketing et de growth pour le recrutement à ce moment-là, il y a 2 ans, il y a un an et demi, c'était le bon timing. Après, le deuxième truc, c'est on a on a vraiment fait, on a vraiment décidé et pris le parti pris de ne pas construire une boîte où on allait construire un produit, essayer de le vendre aux personnes et après essayer de se faire connaître. Mais on a vraiment consacré, je te dis, un an à faire que donner du contenu, à être pas payé, à être payé que sur nos projets à côté. Et en fait, je pense que bah, c'est ça qui a fait que le mouvement a été suivi. Tu vois, on a des ambassadeurs, on a des apéros, on arrive à réunir 80 personnes. Bon, là, jeudi, on a un événement, mais on va être encore plus. Mais si tu veux, c'est un événement qui dépassait le fait de gagner de l'argent, tu vois. C'était un truc où Ouais. on s'est dit, là, le recrutement, honnêtement, nous, on est growth dans les entreprises. On sait qu'on a on est bien vu au sein de l'entreprise. On a des outils, on est super équipés pour pouvoir faire du bon travail. Et franchement, les recruteurs, on voit la galère dans laquelle ils sont. Ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les bonnes armes et on leur demande de faire des choses irréalisables. On leur demande de faire tout Mm. manuellement. Dès qu'on parle ouais, de recrutement, on met ce côté, cet aspect un peu test itératif rapide, tester plein d'outils, mettre en place plein de choses différentes. C'est des méthodes qui sont très traditionnelles et puis leur place, elle est considérée comme du support aussi, tu vois. Donc je pense qu'il y a le timing marché, le fait qu'on a un peu décidé de tout donner comme ça pendant un an sans réfléchir à comment on allait vendre en fait. Et puis, qu'est-ce que je peux dire aussi? Bah, franchement, les super rencontres qu'on a fait au sein de la communauté aussi, ça a vachement aidé. Et puis, l'aspect aussi où on s'est dit que si on voulait que ça marche, il fallait déjà qu'on mette les mains dans le recrutement, donc qu'on fasse des recrutements nous, parce qu'on Mm. n'allait pas pouvoir, voilà. Qu'on garde aussi notre place euh, on n'est pas en train de vous apprendre votre métier de recrutement, on est en train de vous donner les clés pour pouvoir mieux recruter. Et puis après aussi d'embarquer des gens avec nous. Donc on a vraiment voulu créer un mouvement pour toutes les personnes qui avaient envie de changer et de mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière de ce monde du recrutement qui était enfin, qui était pas forcément en permanente évolution. Du coup, on a invité tous les experts, tous les meilleurs experts dans des masterclass à présenter un petit peu ce qu'ils savaient faire. On a signé aussi une quarantaine de partenariats avec des outils. Et je pense que ça aussi, ça a joué sur le côté, en fait, derrière, tu as tout l'écosystème qui parle de toi et qui Mm. montre un petit peu ce que tu partages. Donc, ouais, c'est 3 trucs, timing, donner du contenu et puis créer des relations avec tout l'écosystème, en fait, en mode, on n'est pas là pour vendre, on est là pour créer un mouvement, quoi. Ok, tu penses que c'est ce qui se ressent Ouais, et ce qui fait finalement votre différence aujourd'hui. Et il y a un point que tu disais que je vais soulever, que justement en fait vous aidez les gens qui sont dans le recrutement à utiliser des techniques auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé pour hmm, l'appliquer au recrutement. Mais vous, comment est-ce que vous êtes formé au recrutement à proprement parler? Parce que donc là on a parlé de l'équipe, vous êtes 3. Est-ce que vous avez vous aussi appris à recruter? Vous avez recruté des personnes dans votre équipe. En gros, comment est-ce que vous l'avez mis en ouais, application aussi de votre côté avant même de présenter la chose à vos clients ouais, je vois. ou à votre Bah écoute, communauté, hein? bah ouais, ouais, bah écoute, tu vois, ça a été, moi, ça a été vraiment les premiers workshops que j'ai fait avec des équipes de recrutement où, en fait, je me suis vraiment mis avec eux à regarder toutes les méthodes, à scanner un peu tout, toutes les méthodes qu'ils utilisaient et à construire avec eux ces nouvelles méthodes-là. Donc, en fait, à partir de là, c'était pas quelque chose qui sortait juste de mon cerveau d'ancienne marketeuse, mais c'était quelque chose qui était co-construit avec des recruteurs. Et en fait, c'est à partir de ça où j'ai commencé à moi-même euh, me sentir en fait dans le recrutement, tu vois. Donc ça, c'était il y a 3 ans. C'était quand j'ai
fait ses workshops, co-construit les méthodes. Et derrière, en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, étant moi-même en train de développer, tu vois, l'audience et devant mettre en relation des talents et des gens qui cherchent des talents, bah, j'ai commencé petit à petit à faire ce genre de trucs. Et en fait, je me suis rendu compte que un peu malgré moi, avec ces méthodes-là, bah, j'ai fait des recrutements en fait. Donc ça a été et d'ailleurs j'ai compris ce que disaient les recruteurs quand tu vois quand tu fais du marketing, tu vends des produits, mais quand tu fais un recrutement, franchement, tu changes un peu la vie et tu vois, le parcours des personnes. Et j'ai vraiment compris aussi cet aspect-là où finalement enfin, tu vois, ton objectif quotidien, il a vraiment de l'impact sur les gens et voilà. Donc après, comment on s'est formé, ouais, en fait, c'est comme ça. Et même là, tu vois, on a fait des bootcamps avec des recruteurs indépendants et, euh, et du coup, bah, par exemple, eux, on a beaucoup euh, développé avec eux, même sur les aspects prospection, tu vois, comment ils vont trouver des clients en tant que recruteurs. Ça, c'est des choses que nous, on a toujours fait, tu vois, aller trouver des clients. Et puis voilà. Et après, franchement, on n'a pas de mal à dire que sur l'aspect, comment dire, mener un entretien structuré, par exemple, en fait, nous, on va pas aller former les recruteurs à ça, tu vois. Parce que bah, là-dessus, on en aura fait toujours 10 fois moins que eux-mêmes, tu vois. Par contre, on pense que des recruteurs ne peuvent pas avoir 10 ans d'expérience dans le marketing et dans le growth pour aller adapter les meilleures méthodes, tu vois. Donc c'est vraiment, en fait, c'est comme si tu étais un peu le support. Nous, on est le support des recruteurs, en fait, pour les mettre dans les meilleures conditions, pour pouvoir les aider. Ok, je vois, c'est intéressant. Et aujourd'hui, vous avez suffisamment de recul sur la chose pour, j'imagine, voir l'impact que vos stratégies ou en tout cas que votre vision, votre prisme Mm. peut avoir sur ces personnes qui étaient, disons, très, très cadrées dans leur manière de faire. Ouais. Mais en fait, c'est un peu la même évolution que ce qu'on a vu, tu vois, sur le marketing ces dernières années, et tu connais bien ces sujets-là, mais en fait, là où avant tout était fait manuellement, là, il y a de plus en plus d'outils qui permettent d'aller bah, conserver la valeur, vraiment la valeur ajoutée humaine sur les endroits qui sont déterminants. Donc typiquement, bah, pour un recruteur, c'est faire passer l'entretien, c'est tu vois toutes les phases d'échange et les messages, bah, ça va être déterminant. Par contre, toutes les phases en amont qui vont être pour sélectionner les bonnes personnes, là-dessus, ils peuvent vachement être aidés. Donc en fait, euh, ce qu'on voit, c'est que pour passer en fait, le marketing est passé du mode tout manuel au mode automatisé avec une très bonne personnalisation. Et finalement, le monde du Mhm. recrutement, c'est pareil. C'est, bah, en fait, si tu peux contacter 100 personnes par semaine en ayant quand même une approche ultra personnalisée pour chaque personne, parce que tu vas passer du temps, tu vas passer 5 minutes sur chaque profil pour pouvoir voir la différence de ce profil-là, mais en fait, tu vas forcément avoir des meilleurs résultats derrière à la fin de ton funnel que si tu as pu contacter, tu vois, 10 fois moins de personnes sur ces aspects-là. Donc ça, c'est un point, mais typiquement, un autre point, c'est pour la marque employeur, par exemple. Si tu utilises les techniques que tu connais en tant que marketeur dans ta formation pour pouvoir donner de la visibilité à ta boîte sur cet aspect recrutement, bah, finalement, tu te rends compte qu'en utilisant des techniques marketing qui ont fait leurs preuves sur justement diffuser une visibilité, développer ton personal branding même en tant qu'employé ou en tant qu'indépendant, en fait, utiliser ces techniques, ça va te servir aussi pour ton objectif derrière de recrutement. Donc il y a vraiment ces aspects-là, je dirais, visibilité de marque, ouais, personal branding, automatisation tout en gardant un très bon niveau de personnalisation, sourcer sur d'autres leviers. Typiquement, aujourd'hui, il y a beaucoup de recruteurs qui vont sourcer que sur LinkedIn. Si tu te rends compte qu'en fait, tu as des outils qui peuvent te permettre d'aller sur Meetup, sur GitHub, de récupérer, par exemple sur Malte, tu vois plein de profils. Bah, en fait, grâce au Growth, en scrapant ces profils, et en enrichissant et en les mettant dans LinkedIn, bah, finalement, tu vas pouvoir aller leur adresser un message personnalisé sur LinkedIn. Et voilà, donc je pense que c'est vraiment euh, ouais, tous ces aspects-là, notamment ces trois-là, qui font que aujourd'hui, bah, en fait, on a des confirmations
que c'est des choses qui fonctionnent notamment pour des cabinets de recrutement. C'est ceux avec qui on bosse le plus parce qu'ils ont le plus besoin de se transformer aujourd'hui, tu vois. Ok, ok, ok. Et il y a un aspect, ou en tout cas un sujet que je voulais traiter avec toi, parce qu'on en a déjà parlé à plusieurs reprises quand on s'est vu, qui est l'importance de se sentir bien dans son équipe et Mm. de partager des moments de vie autres qu'axés purement business. Et je fais le parallèle là-dessus. Pourquoi? Déjà pour deux raisons. Déjà parce que vous êtes partis à Rio avec Mm. Alexis et Hugo. Et aussi parce que du coup, moi, je reviens d'un co-living avec Alexis. Donc voilà, je voulais qu'on en discute un petit peu. Je voulais avoir ta vision par rapport à ça. À quel point est-ce que toi, qui es en plus une grande voyageuse, à quel point est-ce que tu penses que c'est important de vivre ce genre de moments avec tes associés? Et d'ailleurs, pas qu'avec tes associés, parce que moi, j'ai vécu Mm. la chose avec des personnes avec qui j'étais pas du tout associée. Et ouais, je voulais déjà avoir ton avis sur la chose. Ouais, bah écoute, trop bien qu'on parte sur ce sujet-là. Euh, du coup, moi, c'est vrai que en fait, j'ai voulu m'associer plusieurs fois, mais je sentais qu'il y avait des choses je sais pas pourquoi, je savais pas l'expliquer, mais j'avais des doutes et tout. Et c'est vrai que quand j'ai vu Hugo Alexis aujourd'hui, j'arrive à expliquer pourquoi cette association marche si bien. C'est parce que, en fait, moi, j'ai fait le choix, tu vois, quand je suis partie en Australie et même un peu après, de mettre, en fait, ma vie pro au service de ma vie perso. Donc, c'est vraiment, tu vois, la construction de ma vie perso qui est la plus importante. Et c'est comment je vais, par ma vie pro, bah, servir cette vie perso à la fois par le sens, à la fois par l'apprentissage, à la fois par bah, le développement aussi d'une vie stable financière, enfin tu vois, tous ces pans-là. Et en fait, tout en ayant quand même des super ambitions et objectifs pro. Parce que souvent, enfin, tu peux avoir le problème dans ce moment-là de tomber sur un truc où finalement ta vie pro, tu vas pas forcément aller chercher énormément de challenges, tu vas juste aligner pour que ce soit le minimum. Mais moi, j'ai quand même ce truc aussi où j'ai envie quand je pars dans un projet, j'ai envie d'accomplir des grandes choses et de changer en fait le statu quo du monde dans lequel je suis. Et en fait, d'avoir trouvé Hugo et Alexis qui avaient ce même équilibre, ou du moins, même s'ils n'avaient pas forcément identifié comme ça au début, qui ont complètement adhéré à cette vision-là, bah en fait, ça fait que derrière, il y a un peu tu vois, il y a un peu notre trio d'associés euh, qui est au service du projet, mais qui est vraiment le maillon qui soude le truc, en fait. Et, euh, et je pense que, du coup, là, ce qu'on s'est dit, moi, j'ai vraiment fait un peu digital nomade pendant 2 ans, où j'étais freelance et je bossais à droite à gauche toute seule, quoi. Mais j'allais souvent rejoindre des amis qui étaient, bah voilà, j'étais dans des réseaux de nomades un peu partout. Et finalement, bah, ils ont carrément adopté ce lifestyle-là aussi. Et du coup, on a décidé de partir pour un mois pour tester, de vivre ensemble, de partir un peu au bout du monde. Donc, c'est vrai qu'on aurait pu partir. On avait fait déjà des petits off-site d'une semaine à Toulouse au ski. Et après, on s'est dit, bah, le next step, c'est de partir vraiment au bout du monde, de se couper un peu et de partir un mois pour voir comment ça marche en fait. Et en fait, ça a super bien marché. On a fait venir aussi notre alternant, donc Vianney, qui était de la partie aussi pour venir bosser au Brésil. Et du coup, bah, en fait, tous les quatre, avec quelques autres entrepreneurs ou personnes de notre entourage qui sont venus aussi pendant ce mois-là. Et en fait, c'est là où on s'est rendu compte que, bah, en fait, au-delà d'être associés, on est vraiment en train de construire une super amitié et de développer. En fait, c'est un peu comme si notre quête, elle était liée, notre quête personnelle, notre quête professionnelle et nos envies un peu de développement. Bah, en fait, on est un peu sur le même chemin, tu vois, en ce moment. Ça durera peut-être pas toute la vie, mais en tout cas, on a envie vraiment d'aller creuser ce truc-là et d'y aller de plus en plus. Donc, je pense que, tu vois, là, on a prévu tous les 6 mois ou tous les 3 mois de partir un mois comme ça, tous les trois. Bah déjà, pour le projet, c'est un gros coup d'accélérateur, tu vois, parce que tu es vraiment focus pendant un mois. On est ultra déterminés tous les trois et super motivés, donc on bosse super bien. Et puis par ailleurs, quand tu développes aussi des affinités en dehors, tu vis des choses exceptionnelles. Bah moi, je suis très sport co, donc je crois beaucoup à ça. Mais après, la force du collectif, ça fait que bah tu te soutiens, on est là pour les bons moments, pour les moments difficiles des uns des autres, et derrière, ça se ressent. Et même au niveau de la communauté, ça se ressent, tu vois, qu'on est porté par autre chose que juste se lever le matin pour développer un petit projet, quoi.
Ouais, de toute façon, je trouve ça hyper, en vrai, c'est hyper puissant de développer ce genre de mindset. Finalement, c'est un mindset, hein, parce que je pense que tout le monde ne le ferait pas de partir avec son équipe. Et pour le coup, ça convient à certaines personnes comme ça convient pas à d'autres. Mais Mm. effectivement, la puissance du co-living, elle est hyper importante. Bah, d'ailleurs, je pense que c'est la raison pour laquelle The Quest, donc anciennement The Secret Ouais, Company, ils sont en coloc ensemble depuis 2 ans. Et c'est pas pour rien que ça marche aussi bien, c'est pas pour rien qu'ils ont une approche qui est très différente de tout ce que les autres boîtes peuvent avoir. ouais, carrément. Bah, on adore leur vision et tout, on partage vachement et du coup, tu fais un peu tomber les barrières vie pro, vie perso. Je pense qu'il y a des choses à mettre en place quand même pour garder un certain équilibre et beaucoup communiquer, mais moi, je me rendais pas compte à quel point avoir des associés, et encore plus dans ce contexte où tu as ta vie pro et vie perso qui se mêlent un peu, bah franchement, c'est comme un couple à gérer, quoi. C'est vraiment un délire. Il faut toujours communiquer, il faut mettre son ego de côté, il faut pas faut prendre chacun comme il est et pas vouloir changer les personnes et ouais c'est mais super intéressant enfin super et je pense que aussi ce que vous avez fait au Maroc donc là vous êtes partis mais pas forcément entre associés mais justement entre personnes qui bossaient sur des projets différents bah ça moi je l'ai fait beaucoup à titre perso mais j'étais freelance donc j'avais pas vraiment un projet euh, mais ouais ça doit être super intéressant aussi et je pense qu'on va aussi partir un peu là-dedans quitte à partir tous les trois ou que un ou deux sur trois mais rejoindre d'autres entrepreneurs parce que j'imagine que ça a dû être super enrichissant de partager. Ouais, c'était puissant, c'était complètement décorrélé de la réalité. On vivait quelque chose de complètement atypique. Non, c'était hyper intéressant. Parce qu'en plus, tu vois, effectivement, en réalité, on a tous nos prismes, on a tous nos caractères, nos manières de voir les choses. On a chacun nos spé. Il y a des Mm. sujets qu'on maîtrise plus que d'autres. Et c'est vrai que, tu vois, déjà de discuter des projets des uns et des autres. Enfin, Alexis, on s'est rejoint à l'aéroport. Enfin, première discussion entrepreneuriat. Dans l'avion, on a parlé que de nos boîtes. Enfin, c'était hyper. En fait, c'est venu hyper naturellement. Et Mm. en tout cas, moi, ça m'a vachement aidé. Ça m'a tellement aidé que, tu vois, maintenant, c'est quelque chose qu'on a envie de dupliquer et de répéter plusieurs fois à l'année pour justement partir et organiser des co-living avec d'autres entrepreneurs qui soient Ouais, c'est trop eux-mêmes dans bien. les mêmes boîtes ou même, tu vois, sur d'autres secteurs d'activité. Mais ouais, en fait, tu vois, avant, j'étais plus le genre de nana à vouloir faire les choses de manière 100% digitale, pour pouvoir avoir ma propre vie à côté, Mm. décider de mes propres choix, etc. Et maintenant, de plus en plus, je me rends compte que ben, j'ai quand même vachement besoin de l'humain, que mine de rien, je suis un animal social, et que vivre ce genre de moments, je trouve ça beaucoup plus impactant, beaucoup plus puissant que de se dire, vas-y, toute l'année, tu vas au bureau et tu vois tes équipes. Mm. C'est une approche Ah qui est ouais, complètement carrément. différente, qui n'a rien à voir, hein. Mais Non, c'est voilà. trop bien. Et tu vois, même développer, tu vois, des trucs. Enfin, nous, on a été déjeuner, on se connaissait pas forcément. Au début, on va déjeuner juste parce qu'on s'est croisés en gros sur LinkedIn. Et puis finalement, on se rend compte qu'on a plein de trucs à se dire, à se raconter, que tu vois, et encore plus entre meufs, je trouve, parce que moi, il y a vraiment peu de personnes. Enfin, j'ai beaucoup de potes, mecs, entrepreneurs, avec qui je peux discuter plein de choses et tout. Et en fait, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de copines entrepreneuses, je sais pas. Mais tu vois, avec qui vraiment partager plein de choses. Et du coup, c'est vrai que, bah, en fait, je me suis rendu compte quand même que via LinkedIn, je me suis fait vraiment des bons potes dans la vie aussi, tu vois. Et c'est super agréable, je trouve, de se dire ça, que c'est pas juste un réseau sur lequel tout le monde va pavaner en racontant un petit peu ses posts top funnels. Mais derrière, après, quand on se voit, Clairement. c'est quand même des bons moments et bonnes connexions. Ouais, en fait, le tout, c'est de réussir à passer le cap du digital et se dire, OK, maintenant, on va rencontrer les personnes dans la vraie vie. Donc, que ce soit autour d'une soirée, derrière d'un déjeuner ou autre. Et je Mm. trouve que, tu vois, le format podcast est un format hyper intéressant en ce sens. Alors, bon, moi, en l'occurrence, pour l'instant, je le fais de manière digitale, mais parce que je bouge quand même beaucoup et j'ai envie d'avoir cette flexibilité de me dire que, en fait, je peux interviewer n'importe qui du moment que la personne a une connexion Internet. Mais, tu vois, c'est hyper drôle parce que je suis partie au Maroc de base avec des gens que je ne connaissais pas. Et je Mm. connaissais seulement deux personnes, Alexis et Kylian. Et Mm. c'est deux personnes avec qui j'ai enregistré un podcast. Donc, tu Ouais, vois, je me dis, la connexion, elle est quand même dingue. bah ouais. Et ouais, tu vois, là, je suis encore à mes débuts. Bon, là, j'ai enregistré une bonne dizaine d'interviews, mais
Mais je me rends compte de plus en plus que je prends vraiment du plaisir, que ça me permet de rencontrer des gens et que quand, tu vois, ça matche vraiment bien, derrière, tu vas déjeuner avec la personne. Mmh. Enfin, c'est hyper puissant. Et puis, voilà, il y a des énergies des énergies communes, pareil, des réflexions sur, en fonction de la discussion qu'on va avoir, tu vois, toi, tu vas m'exposer ta vision, je vais avoir une vision maintenant du recrutement qui va être un petit peu différente, où je vais me dire, ah bah en fait, ouais, c'est vrai, j'avais pas pensé à mettre en place des actions de grosse marketing pour du recrutement. Donc, tu vois, ça Mmh. permet vraiment d'élargir finalement ta vision. Bah ouais, carrément. Et franchement, euh, moi, je me rends compte aussi que certaines fois, je t'avoue que ça m'est arrivé la semaine dernière, je me dis, tu sais, on a des galères d'entrepreneuriat et je me dis, mais Ouais. pourquoi en fait, pourquoi t'es encore là-dedans? Pourquoi t'es entrepreneur? Pourquoi tu vas pas juste dans une boîte, t'as ton salaire, t'as ton truc, tout va bien, genre, pourquoi tu restes accroché à ça, tu vois? Et en fait, du coup, je me suis vraiment posé la question parce que je savais de façon sûre que je voulais rester là-dedans, tu vois? Mais j'avais besoin de comprendre pourquoi. Et en fait, franchement, c'est juste que je pense qu'on est là aussi pour, enfin, moi, c'est que ça me permet de grave apprendre, tu vois? Parce que pour le coup, j'ai eu des années, en boîte, en entreprise, tu vois? Et j'apprenais 10 fois moins, enfin, j'avais moins d'expérimentation et tout. Et du coup, ça me permet d'apprendre et de rencontrer plein de monde, tu vois? Et d'apprendre plein de choses, plein de trucs. Et en fait, je pense que c'est vraiment la vraie raison pour laquelle, bah, moi, en tout cas, je fais de l'entrepreneuriat et beaucoup de gens, je pense que c'est aussi le cas. Et du coup, bah, autant faire les choses jusqu'au bout et pas rester juste à entreprendre dans ton coin, à prendre tes petits trucs. En fait, on se rend compte que même en tant que freelance, j'ai passé beaucoup de temps avant de me mettre dans un coworking et tout, et c'était les moments les plus horribles de ma vie de freelance, franchement, hein. Quand t'es tout seul, t'as tes clients, même si tu fais des gros chiffres Mmh. d'affaires, mais franchement, tes journées, elles sont pénibles, quoi. Genre, t'as une galère, t'es tout seul, t'as une victoire, t'es tout seul. J'ai trouvé ça tellement pas cool, quoi. Donc là, je me sens beaucoup mieux avec des associés et avec aussi des rencontres toutes les semaines, tu vois, de personnes. C'est comme ça, quoi. Donc le Ouais, il y a podcast, un c'est un bon as moyen pour toi, ouais. il y a un aspect aventure humaine, qui est importante, qui est important à prendre en compte, complètement. On arrive, à la fin du podcast. Est-ce que tu penses qu'il y a des sujets ou des éléments, qu'on aurait oublié de traiter ou des éléments sur lesquels tu aurais aimé, communiquer? Non, écoute, bah, moi, j'encourage beaucoup les gens de mon entourage à documenter un peu ce qu'ils apprennent. Et je pense que, ouais, s'il y a un petit truc, c'est que j'avais l'impression, moi, que là, on discute, que les gens invités dans les podcasts, c'est des personnes qui sont créateurs de contenu, qui sont influenceurs, qui ont déjà passé plein d'étapes, qui sont déjà à un autre niveau et tout. Alors qu'en fait, franchement, mais tellement pas. En fait, à partir du moment où, en fait, juste pour dire que n'importe qui peut en quelques semaines, en quelques mois, devenir et basculer dans ce côté créateur, en fait. Il suffit de trouver un petit rituel, quelque chose sur lequel on a envie d'apprendre, envie de partager. On partage. Et en fait, je voulais partager le fait que ça switch très vite du moment où tu te sens complètement imposteur au moment où les gens t'identifient comme un créateur de contenu, en fait. Et c'est même pas quelque chose qui bascule dans ta tête, ça bascule déjà dans la tête des autres. Et derrière, ça amène plein de choses positives. Donc, moi, j'encourage vraiment les gens à aller bah, tenter un peu, se jeter à l'eau, partager, même si c'est sur quelque chose et ils changeront dans un mois ou dans 2 semaines d'idées, c'est pas grave. Mais voilà, c'est un peu le message Media Game, Se n'importe lancer. qui peut, voilà, en se lançant, passer dans ce podcast d'ici quelques mois, quoi. En plus, c'est accessible à tous. Et après, je rebondis aussi sur une chose. Tu parles du syndrome de l'imposteur. Je pense sincèrement que, Mm. le syndrome de l'imposteur ne s'en va jamais réellement. Tu l'as toujours d'une manière ou d'une autre parce que tu es aussi toujours dans l'exploration. Tu vas jamais rester dans ta zone de confort. Donc forcément, même si t'apprends, même si t'as de plus en plus de compétences sur un sujet, limite, je trouve que c'est hyper contradictoire, mais parfois, plus t'as de connaissances sur le sujet, Mm. plus tu te rends compte que tu sais rien sur le sujet et qu'en fait, t'es un énorme imposteur. Bon, après, tu sais toujours plus que la majorité de la population, Ouais. mais il y a cet effet qui est très contradictoire, très bizarre, où en fait, ouais, tu dis que t'es obligé, en fait, de continuer à te former au quotidien et que, bah, en fait, parfois, faut juste aller au-delà de ces barrières mentales. Et ouais, moi, mon conseil, et ça a toujours été le conseil que j'ai toujours donné à tout le monde, c'est genre juste lancez-vous, arrêtez de vous poser des questions, parce que en vrai, les questions, vous allez tout le temps vous les Ouais. poser. Et l'action prime sur la réflexion. Ouais, bah, carrément. Et là-dessus, moi, j'avais un truc aussi que je crois que c'était Oussama que j'avais entendu dire ça, mais genre, lancez-vous parce que en vrai, tout le monde s'en fout de ce que vous faites, tu vois. Et au début,
ça fait du bien d'entendre ça. En fait, tu as l'impression que si tu postes un truc, tout le monde va avoir les yeux braqués sur toi, va dire: «Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle a fait? Oh là là», mais alors qu'en fait, franchement, au début, tu vas avoir une petite visibilité, personne va voir, tu es tranquille avant de pouvoir, et tu as le temps, en fait. Et deuxième truc que tu as dit, mais que moi, m'arrive tout le temps, c'est que là, j'en suis, je pense, à la 110e newsletter, un truc comme ça. Et franchement, tous les vendredis, avant d'appuyer sur le bouton envoyer, j'ai ce coup de chaud, ce coup de stress qui fait que je me dis: «Non mais attends, mais là, j'aurais dit n'importe quoi, là, c'est». Et parfois, même maintenant, j'ai Hugo, tu vois, avec moi qui est associé là-dessus, et en fait, je lui dis: «Vas-y, relis», et à chaque fois, il me dit: «Mais je la relis même pas, envoie», tu vois? Genre. Et en fait, juste pour dire que c'est vrai que c'est quelque chose qui passe pas forcément, donc autant, dès le début, passer outre et juste, se lancer, ouais. C'est un bon point. Et il y a une dernière question que je pose tout le temps à mes invités, qui Mmh. est si tu pouvais inviter quelqu'un justement sur ce podcast Media Game, t'inviterais qui? Ah! Bah, écoute, la réponse facile, ce serait, mes associés, hein, mais qui c'est que je pourrais inviter par On va pas ailleurs? les prendre en compte parce que forcément j'y Et avais ouais, ouais, bien pensé, sûr. mais ouais. Non, c'est une bonne question. Écoute, moi, celui que j'aime bien, c'est, Victor, qui partage sur Instagram. Je le suis depuis super longtemps. Je l'avais rencontré d'ailleurs à Dubaï par hasard, l'an dernier, et il partage des petites histoires sur des restaurateurs, notamment parisiens. Je sais pas si tu vois Victor Harby? Ouais, ouais, Et ouais, franchement, j'aime c'est trop ce quoi? qu'il C'est fait, le guide ultime, non? de Guise Ultime, ouais. Et j'aime trop la façon dont il construit son média et tout. Et puis, c'est vraiment des trucs qui sortent aussi de tout ce qu'on voit sur LinkedIn. Et ouais, voilà. Donc, moi, je dirais Victor pour qu'il nous parle un peu de comment lui, il construit son média de façon très différente de ce qui est fait dans les codes LinkedIn. Trop bien. Et ben je le contacterai. D'ailleurs, il est sur ma liste, donc ça me fait Trop sourire. cool. Trop bien. Bah écoute, Marilou, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous partager toutes ces informations, de nous avoir partagé ton expérience. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Écoute, bah, sur LinkedIn, hein, ce sera le plus simple. Donc, Marilou, vous tapez Grosse Hiring, normalement, vous me trouvez. Mais sinon, Marilou Girard sur LinkedIn. Et vous me trouvez, et vous pouvez m'envoyer un message, n'hésitez pas, ou juste suivre la suite des aventures. Trop bien, bah, je mettrai tout ça en description. Super, et bah, je te dis à très vite alors. Merci beaucoup pour l'invitation et merci de prendre le temps de faire ce podcast pour nous partager toutes ces petites infos sur les médias. Salut! Salut!